avant la grande annonce. Avant que l'auditoire soit réservé et la presse informée. Avant que les chaises soient installées et les petits fours réchauffés. Avant que les blogs spécialisés se lancent dans toutes sortes de spéculations et que d'autres les contredisent avec des spéculations encore plus folles. Il y a autre chose. Une avancée fondamentale qui a rendu tout cela possible. Chez Qualcomm, on fait moins de tapage et les seuls snacks viennent du distributeur. Mais nous accompagnons le monde vers la 5G, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'interaction continue qui fera de l'Internet des objets l'objet indispensable. Il n'y a peut-être pas de liste VIP ici, mais d'ici peu, la technologie initiée par Qualcomm sera à l'avant-plan de la scène mondiale. Le Mobile World Congress de Barcelone est l'occasion pour la plupart des constructeurs de smartphones de dévoiler leurs nouveautés. La star cette année est sans conteste le Galaxy S9. Samsung se contente-t-il de copier Apple? Quid des autres prétendants au titre? Enfin, où en est la 5G, l'autre grande tendance de ce MWC? J'ai toujours été du matin. C'est là que je me pose des questions fondamentales comme qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Comment savoir? Mais ce que je sais, c'est que Qualcomm a d'abord connecté le téléphone à l'Internet. Et depuis lors, tout le monde poste, consulte, partage. Oui, parfaitement. Qualcomm invente, puis le monde rebondit sur leurs inventions pour innover à son tour. Les inventions viennent en premier et nombre d'entre elles ont été initiées par Qualcomm. Vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous retrouvez On refait le Mac chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom. Un grand merci, un immense merci à Raphaël Mercier de nous avoir remonté notre site à la vitesse de l'éclair. Raphaël Mercier de l'agence Ibris, agence spécialisée dans la création de sites internet et d'hébergement professionnel, c'est dit. Vous le retrouvez également sur notre chaîne préférée Dailymotion et notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Vous retrouvez On refait le Mac en une version HD, une version audio en podcast sur iTunes et l'application podcast. Vous retrouvez également On refait le Mac en une application mobile ORLM sur iOS, iPhone, iPad et Apple TV. Enfin, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On refait le Mac sur Facebook, sur Twitter et désormais sur Instagram. En plateau, il a autant de smartphones qu'il a de poches, passant sans complexe de l'iPhone au Galaxy. Monsieur Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, tu es prêt à acquérir le S9, hein, la grande nouveauté de ce Mobile World Congress? Il est commandé déjà. Il est déjà précommandé. Il est déjà commandé le 9 mars. Et n'oubliez pas que nous sommes en hiver, donc on a plus de poches. En duplex, depuis Paris, elle a été séduite par le Galaxy, mais ne peut se résoudre à abandonner son iPhone 10. Mais oui, Fanny, tu as le droit d'aimer les deux. Fanny Bouton de fannysparty.com. Oui, bonjour Fanny. Moi, tu sais que j'aime bien, je suis polygame et poly smartphone. Voilà, on va suivre ça avec grand intérêt. On vous tiendra informé. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et bien sûr Instagram. Lui ne troquerait pour rien au monde iOS pour Android. Celui pour qui le Mac, c'est pour toujours. Didier Policani de Mac Forever. Ouais, salut Olivier. Alors moi, effectivement, j'ai pas été très séduit par les animojis là, de Samsung. Hein. On va en parler, n'allons pas trop vite. On devrait avoir Cédric dans quelques instants. Autre chroniqueur cette semaine, autre journaliste, Monsieur Driss Abdi, qui est journaliste freelance. Bonjour Driss. Salut Olivier, comment va? Oui, tu as perdu ta voix à Barcelone. Vous êtes tous déjà rentrés de Barcelone apparemment. Bah oui, écoute, c'est les 2 premiers jours que ça se passe, enfin 3 si tu comptes les conférences du dimanche. Bon, on va en parler dans un instant. Et enfin, un dernier chroniqueur qui lui est toujours à Barcelone, un observateur attentif de toutes les tendances de l'écosystème mobile que vous pouvez suivre au quotidien sur son site servicemobile.fr, Monsieur Christophe Romeilly. Bonjour Christophe. Salut Olivier. Ça va Christophe? Toi, tu es plus courageux que les autres, tu es resté à Barcelone jusqu'au bout. Ouais, il y a encore demain, mais je pars ce soir. Bon, tu as l'habitude de dire que le CES, c'est un peu le présent de la tech. Le Mobile World Congress, c'est un peu le futur de la tech, c'est ça? C'est le futur de toutes les industries qui sont aujourd'hui comme les réseaux, l'IoT, la smart home,
la Smart City, la voiture connectée et bien sûr le smartphone. Et la 5G, on en parlera notamment en fin d'émission. Allez, avant de passer en revue ces grandes tendances du MWC, place aux chiffres de la semaine. Le chiffre de la semaine avec Didier Policani. Oui, alors Olivier, on vous demandait donc cette semaine, est-ce que vous pensez que Samsung se contente de copier Apple ? Et vous avez été donc un peu plus de 200 à répondre, et on peut dire que les avis sont assez partagés. 51% à répondre oui et 49% à répondre non. Donc c'est vraiment très très partagé cette semaine. Alors, une réaction, messieurs, dames, à ce sondage, pas mal d'avancées sur le Galaxy S9, on va en parler dans un instant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inspirées par Apple, qui ont été présentées en septembre dernier. J'y arrive, je résume pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. Donc, dans le S9, vous allez voir, il y a notamment un double capteur au dos sur le S9 Plus qui rappelle ce qu'a fait Huawei il y a 2 ans et Apple également. Le système également des animojis et des emojis et le scanner d'iris qui est inspiré du Note 8 également pour concurrencer Face ID. Quel est votre sentiment aujourd'hui? On verra dans cette émission qu'il y a des copieurs qui ont été beaucoup plus loin que ce qu'a fait Samsung, croyez-moi. Sur la keynote, sur la conférence de presse, en effet, ça a fait rigoler tout le monde de voir qu'ils passaient beaucoup de temps sur les emojis personnalisés et que ça rappelait un peu la conf. Alors, est-ce que c'était un clin d'œil? Est-ce que c'était pour se moquer? Mais en tout cas, ils ont passé en effet du temps sur ces fameux emojis personnalisés qui sont quand même différents parce que là, c'est plus juste scanner le visage et parler. C'est vraiment prendre une photo et à partir d'une photo, faire son emoji. Donc, ça rappelle plus un truc qui est copié d'Xbox avec la Kinect, il y a 3-4 ans, où on pouvait avoir son avatar personnalisé. Donc maintenant, ça ne s'appelle plus un avatar, ça s'appelle un emoji, ok. Avec Driss, on a testé, ça marche plus ou moins bien. On était plus ou moins... il faut faire la bonne photo pour que ça soit pas. Et voilà, mais ça marche. Et puis, non, après, le double capteur, en effet, c'est plus Huawei qui avait dégainé en premier et qui est plus intéressant toujours au niveau de ce type de photo. Stéphane, pour conclure ce sujet avant de passer au suite du débat. En fait, comme le dit Fanny, ils se copient tous. Ils essaient de trouver les grandes tendances. Bien sûr, les grandes tendances, mais en fait, faut pas oublier quand même, pour développer tout ça, il faut quand même plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains trucs. Et que ça ne vient pas comme ça, tiens, il a fait, je vais le faire tout de suite. Ouais, on a vu avec Face ID, c'est pas aussi simple. Voilà, on n'arrive pas en 5 minutes. Donc, moi, je dis, voilà, ils ont toutes les bonnes idées, malheureusement, elles sont rares. Et certaines marchent plus que d'autres. Voilà. Je pense qu'on a une forme d'uniformisation des écrans et des téléphones. Il y a quand même quelques éléments communs jusqu'au prix, mais ne dévoilons pas trop le déroulé de cette émission. On continue le débat dans ce prochain chapitre où l'on va, bien sûr, présenter la star de Barcelone, à savoir le Messi de Samsung, le Galaxy S9. Le Samsung Galaxy S9, un air de déjà vu. Côté design, pas de grands changements. C'est un clone du S8. Brièvement, donc la même robe en vert avec de nouvelles couleurs, ultraviolet, noir carbone ou bleu corail. La face avant et la face arrière sont toutes les deux en vert. On retrouve le même écran 5,8 pouces et 6,2 pouces identique au S8. On retrouve les bords arrondis sur les côtés qui est caractéristique et qui est la signature de la marque notamment et des modèles de chez Samsung. Il y a quand même eu, Driss, Fanny, une petite pique à Apple au moment de présentation du S9 sur l'absence de l'encoche notamment et la présence d'une prise jack. Ils ont beaucoup insisté là-dessus lors de la présentation. Fanny ou Driss. Ouais, alors tu vois, c'est pas ce qui m'a choqué le plus, mais en effet, il y a bien la prise jack et j'avoue que ça sert encore, ne serait-ce que nous, quand on va bosser avec nos petits micros, on peut brancher dessus, parce que trouver le micro qui se met sur le port Lightning quand tu veux faire des interviews, ça coûte super cher. On est passé de 50 € avec le Lava de Rode à, j'ai trouvé un Sennheiser, c'est à plus de 250 € quand même, donc ça fait cher le plus de prise jack. Alors ça concerne pas tout le monde, mais bon, moi ça me concerne. Donc voilà, non, et la fameuse encoche, oui. Bon, écoute, eux, ils ont leur borderless qui est un peu réduit parce que donc voilà. Non, ce qui change beaucoup, moi, ce qui m'a choqué, c'est plus le côté mat. C'est plus brillant, la tranche, elle est plus brillante, elle est mate maintenant. Ouais. J'avoue que ça j'aime beaucoup moins. Par contre, les couleurs sont très chouettes. Et le noir est un capteur d'empreinte digitale dans tous les sens. C'est-à-dire que tu le touches même, tu te laves les mains 3 fois. Ouais. Le dos, c'est une horreur. Donc ça, j'avoue, ça me rappelle le noir de l'iPhone noir brillant, là, qui était une catastrophe aussi pour ça. Ouais. La même chose. Ça, ils ont un vrai problème avec ces
dos Donc, noir. donc effectivement, il n'y a pas d'encoche contrairement au modèle d'Apple, donc l'image Non. n'est pas mangée par l'encoche contrairement au modèle de l'iPhone 10, Driss. Par contre, ça n'effleure pas les bords supérieurs et inférieurs. Il y a toujours une petite marge, dirons-nous. Oui, mais ils sont tout petits, les bords. Tu gagnes aussi sur les côtés. Non, par contre, le gros changement, quand même, faut le noter, c'est au dos. C'est une aberration. Avant, tu avais le capteur d'empreinte digitale qui collait à l'appareil photo. Donc, tu te plantais tout le temps. Tu collais le doigt sur l'appareil photo. Là, ils l'ont mis en dessous, ce qui est beaucoup plus naturel. Donc, tu conserves le capteur d'empreinte digitale et ils ont mis donc la reconnaissance de visage en plus de la reconnaissance d'iris pour déverrouiller ton téléphone. Tout à l'heure, Fanny parlait des emojis. Et effectivement, il faut s'y reprendre à plusieurs fois déjà d'une pour que ce soit ressemblant. Ouais. Et d'autre part, faut bien reconnaître que c'est quand même un peu moins précis. Tu vois, on était en train de jouer avec les différents personnages, les différents emojis. Et quand tu bouges la bouche ou que tu ouvres les yeux, c'est quand même vachement moins précis que sur l'iPhone 10. Oui, mais on va revenir sur Face ID. Tu disais qu'il y a effectivement, c'est une avancée importante, l'arrivée le déplacement du capteur d'empreinte digitale. Donc, il n'est pas sous l'écran pour le moment. Donc, Samsung continue, comme avec le Note 8 qu'on a testé dans cette émission, à proposer plusieurs solutions de reconnaissance, à savoir l'empreinte digitale, le visage ou l'iris. L'iris, tu l'avais longuement testé sur le Note, là tu as un S8. Est-ce que tu avais été convaincu par le capteur d'iris par rapport à la réactivité de Face ID? Face ID, c'est fantastique. Même quand on a juste à pointer notre on voit bien que c'est un système intelligent et il est de plus en plus rapide. On a beau même l'avoir comme ça, allongé sur une table. Maintenant, j'ai juste à le regarder et il s'ouvre par magie. Le truc d'iris, on était obligé de faire ça. Et c'était mettre les yeux vraiment dans l'emplacement qui était prévu. C'est jamais on verra encore une fois la version finale si c'est amélioré. Imagine, j'ai des lunettes et elles sont un petit peu sales, ça passera pas, etc. Donc, qu'il y ait la reconnaissance faciale qui arrive et qui devienne standard, ce sera une bonne chose, oui. Maintenant, je pense vraiment que là, de toute façon, on arrive à un standard de ce côté-là et ça deviendra tellement important pour tout un tas d'applications, en particulier les transactions bancaires ou monétaires qui deviendront essentielles. On le voit avec Apple Pay chez Apple. Voilà, pas seulement Apple, mais qui se généralisent et qui passent en dehors des systèmes qu'on connaît habituellement, comme celui des cartes bancaires aujourd'hui. Face ID se décline chez les constructeurs et particulièrement chez Samsung. Ça ne pourra être que positif. Je te dis, le 9 mars, je te dirai, te faire un premier retour. Une petite nuance, c'est que ça ne semble pas aussi mature, Christophe, que Face ID. Il faut du temps. On sait qu'Apple avait acheté pas mal d'entreprises pour arriver à proposer une solution comme Face ID. Samsung ne pouvait pas réagir en si peu de temps. Oui, sûrement. Ils ont fait énormément de rachats. Ce que je voudrais dire, puisqu'on est du Mobile World Congress, c'est que c'est une tendance de cette année. Il y a énormément de stands qui parlent de reconnaissance faciale ou de reconnaissance d'iris. Hier, j'ai rencontré des Chinois et des Coréens qui montraient des outils qui seraient intégrés dans la maison, par exemple un coffre-fort qui permet de ne plus taper de code et uniquement tu présentes tes yeux et le coffre-fort s'ouvre. Des portes, pareil, on présente les yeux au niveau de la porte et la porte s'ouvre. Et ça, c'est une tendance. Donc ça, c'est pour la Smart Home. Et dans la Smart City, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des reportages récemment sur ce qui se passait en Chine où on fait de la reconnaissance faciale des gens dans la rue. Et c'est une tendance très forte au Mobile World Congress sur tous les grands fabricants de réseaux qui vont produire de l'intelligence à travers ça. La fameuse intelligence artificielle, même si dans le cas de la Chine, ça fait un petit peu peur parce que là, c'est vraiment Big Brother. Mais passons. Pour rester sur le côté reconnaissance, côté caméra, il y a bien sûr beaucoup d'originalité également autour de ce Galaxy S9, notamment du côté de la caméra optique dorsale qui dispose pour la première fois sur un téléphone mobile d'une double ouverture, une ouverture variable f1.5, f2.4 dont le diaphragme mécanique s'adapte automatiquement aux conditions de luminosité. Juste un petit mot peut-être de Didier parce qu'il n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant. Toi qui es photographe, qui est un vrai fan de vidéo et de photos, ça c'est vraiment canon comme fonctionnalité. On l'attend sur les smartphones parce que ça n'existe pas effectivement sur les téléphones encore. Par contre là, on est un petit peu comme pour le zoom, c'est-à-dire que c'est pas un zoom progressif qu'on a, on choisit entre les deux. Et là, c'est pareil, soit tu vas avoir une grosse ouverture, soit une faible ouverture.
Bon, c'est le début. Hein. Je pense que de toute façon, ça c'est les années. Ça permet en fait surtout de faire des photos, par exemple en plein soleil, avec par exemple une image qui bouge un petit peu moins. Enfin, on risque d'avoir effectivement dans certaines situations de lumière qui sont un petit peu plus compliquées, le fait de pouvoir fermer un petit peu le diaphragme, c'est pas mal. Après, c'est toujours pareil. Il n'y a pas que le diaphragme, il y a la sensibilité du capteur, la taille du capteur. Enfin, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Hein. C'est pas parce que tu as une ouverture de 1.5 que tu es meilleur qu'un Canon 5D, mais effectivement, ça mérite à être testé. Fanny, Samsung a toujours eu une petite longueur d'avance, parfois même très grande par rapport à l'iPhone. Là, encore une fois, ils reprennent un petit peu l'avantage, j'aimerais qu'on puisse dire. Tu as essayé ? On a pas mal joué avec, on a fait des tests. Bon, ça va demander à être testé dans différentes conditions. Là, c'est vrai que dans le showroom, c'était pas évident, surtout avec les éclairages qu'il y avait. Mais ce qu'il y avait de marrant, c'était en effet de bien voir. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, j'ai posté une petite vidéo. On voit bien le diaphragme s'ouvrir et se fermer, et ça fait vraiment une belle différence. Ça se voit à l'œil nu. Ah, c'est assez bluffant. Ça fonctionne bien, ça fait vraiment un bel iris d'appareil photo. Donc ils ont bien travaillé. C'est tout petit, c'est fluide. Et l'avantage quand même, c'est en effet d'avoir cette meilleure ouverture avec des capteurs qui peuvent plus prendre la lumière. Mais quand il y aura beaucoup de lumière, ça ne va pas saturer non plus. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore vu de smartphone qui fait quand même des super photos en basse lumière. Il y a toujours un bruit, il y a toujours. C'est de mieux en mieux, hein, mais pour les fans de photos, justement, ça reste quand même limité. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'est une belle prouesse technologique parce que c'est tellement petit, rien que de voir ce petit diaphragme s'ouvrir là comme ça, c'est quand même super beau. Ouais, et puis l'arrivée, on l'a dit, du deuxième capteur, mais on en parlera dans un instant. Driss, tu l'as également testé, ton impression ? C'est exactement ce que vient de te dire Fanny. Tu es sur un salon, bon ok, ça a l'air pas mal sur l'écran. C'est un stand qui était très lumineux pour une fois. Ils avaient fait les choses en bien avec une lumière qui venait du plafond, lumière neutre. Mais encore une fois, il va falloir tester en situation réelle. Je vois par exemple sur le stand de LG, ils nous remontraient également leur technologie où là c'est tout logiciel, où ils améliorent le rendu en basse luminosité. Le truc, c'est qu'avec tous ces systèmes-là, dès que tu zoomes un petit peu dans l'image, faut pas quoi. Tu vois les défauts. Donc à voir. Écoute, on fera un débrief quand on aura le produit entre les mains dans quelques semaines. Stéphane, en plateau, tu avais l'habitude, toi, d'avoir les deux modèles toujours en poche. Là, tu as le S8 et l'iPhone 10. Du temps de l'iPhone 7, tu privilégiais toujours le Galaxy. Puis l'iPhone 10 a pris sa place. Non, mais en photo, c'était toujours le S8. C'est toujours, ouais. Toujours le S8. Donc, tu es d'accord avec l'adage de dire que Samsung, les Galaxy sont toujours meilleurs que les iPhones en photo, hein ? Aujourd'hui, pour moi, en effet, c'est toujours le Samsung qui est meilleur, bien évidemment. Alors, j'imagine, là, en plus, Samsung surcommunique sur la photo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, même ils ont fait une petite campagne de tweets sponsorisés pour le S9, et ils communiquent que sur la photo, entre guillemets. Et ils remettent une couche. Donc, j'attends avec impatience de tester. Sans jeu de mots. Voilà. Et sans jeu de mots, oui, en effet. Et en fait, j'attends avec impatience donc début mars, donc dans quelques jours. De le tester et ils prendront une avance qui sera pour moi difficile à rattraper parce que. Après, moi, ça m'a fait rigoler. On a fait des tests pendant le dîner le soir. J'ai été dîner et un des responsables avait le S9 et donc je me suis amusée à prendre avec la fonction gastronomique les repas. Et c'était assez marrant parce que je faisais mes photos avec l'iPhone 10 et donc j'étais sur des couleurs très réalistes avec l'iPhone 10, voire un peu ternes. Ouais. Et c'est vrai que les photos avec le Galaxy S9 étaient, ça surmagnifiait la nourriture. C'était magnifique, on pouvait zoomer, etc. Mais il y a une photo du homard. Le homard, comme ça, l'œil nu avait une belle couleur, mais voilà, il était d'un rouge flamboyant dans la photo. Ça te donnait vraiment plus envie de le manger sur la photo qu'en vrai, en fait. Ouais, là, il y a une raison. Hein. C'est pas que l'appareil photo. Faut pas oublier l'écran. L'écran qui est hyper flatteur sur les Galaxy. Et c'est vrai que quand tu vois les vidéos et les photos, tu dis waouh. Mais c'est pas forcément le même rendu après quand tu regardes cette photo ou cette vidéo sur un autre écran. Olivier, l'enjeu aussi pour ces smartphones, c'est pas que la photo. Hein. La photo, c'est un usage qui est relativement vieux. On parle hier, j'ai assisté à une conférence de Facebook qui montrait que voilà, la photo est certes importante, mais la vidéo l'est plus. Et demain, la réalité virtuelle et la réalité augmentée a besoin de capteurs très importants. Donc voilà, je pense que la photo c'est un peu fini. Bon, on continue là-dessus. Justement, il y a 80% des usages seront sur vidéo, sur smartphone. Hein. Bon, et les jeunes, les 15-25 ans sur Snapchat, c'est que de la vidéo, il n'y a plus de photos. Hein.
On continue juste un instant sur ce que tu disais pour la réalité augmentée, parce que tu en es parti dessus. Il y a deux arguments pour le Samsung. Donc, outre l'arrivée d'un super ralenti à 960 images par seconde, on peut vraiment faire des super ralentis. Ouais. Donc là, effectivement, l'arrivée de 2 capteurs sur le S9 Plus, il est intéressant de voir que Samsung suit la stratégie d'Apple, c'est-à-dire le S9 comme l'iPhone 8 a qu'un seul capteur, le S9 Plus comme l'iPhone 8 Plus a 2 capteurs, va pouvoir faire avec les 2 capteurs de la réalité augmentée. Ça, c'est une vraie tendance. On l'a vu avec les emojis. Et encore une fois, au mois de juin dernier, lors de la WWDC d'Apple, la conférence des développeurs, Apple a un petit peu orienté le marché vers ça, j'ai l'impression, Christophe. Alors oui, alors là, Samsung, je pense qu'ils ont l'outil, ils ont l'outil, mais ils n'ont pas la plateforme. Et Apple a un coup d'avance en ayant racheté, j'avais écrit il y a quelques mois, il y a quelques années même, 400 millions de dollars, une boîte qui leur donne une plateforme bien en avance qui va permettre de donner cet ARKit là et de développer des trucs assez impressionnants. Je pense qu'on va voir cette année, en 2018, pas mal de trucs chez les retailers intéressants. On a parlé de la vidéo, il faut parler aussi du son. Ils ont beaucoup insisté sur l'arrivée d'un son Dolby Atmos. Avant de préparer cette émission, Didier faisait cette remarque. Comment on peut avoir un son Dolby Atmos, Driss ou Fanny, sur un téléphone? On va replacer les choses dans leur contexte. Dolby Atmos, c'est une techno qui est arrivée en premier via le cinéma, comme toujours. Tu sais, c'est après avoir des enceintes devant, sur les côtés, derrière. Voilà. 360, c'est ça. Partout 128. Non, plus 360 maintenant. Tu as aussi des voix en hauteur, donc tu en as sur le plafond. Ouais. Ensuite, c'est venu à la maison. Alors, tu peux l'avoir dans les barres son, tu peux l'avoir dans la home cinéma. Moi, j'ai une barre son ici chez Philips là, qui marche plutôt bien. Ça fonctionne de sorte à ce que tu as 2 enceintes qui pointent vers le plafond et ça utilise la réverbération. Dans le smartphone, oui. La bonne question. Dans le smartphone, tu as des 2 petites enceintes. Là, il y en a 4 d'enceintes, un peu comme sur l'iPad Pro, j'ai l'impression, c'est ça? Ouais, mais ça reste du surround virtuel. Ça reste du surround virtuel et je suis tenté de te dire qu'il y a une grosse, je dirais pas du bullshit, mais c'est quand même du gros marketing. C'est surtout intéressant si tu veux avoir une écoute au casque. Et on en reparlera en fin d'émission. Il y a plus de choses dans l'écoute au casque que l'écoute avec tes haut-parleurs. On est d'accord. C'est aussi un truc, c'est qu'il faut du contenu avec du Dolby Atmos. Et après, il y a de l'émulation. C'est ce qu'on a vu aussi avec les télé Samsung. C'est maintenant, avec des algorithmes, on va te remettre du son ou on va te respatialiser le son, comme on te rajouterait des pixels dans les images pour faire de l'upscaling en images. Donc, c'est souvent du coup du son qui n'existe pas qu'on recrée. Faut pas oublier. Et c'est pas du vrai Atmos forcément. Oui, parce que précisons-le, dans le Atmos, avant, quand tu avais du 5.1, c'est ce qu'on appelle des canaux discrets. Chaque canal a sa piste, si tu veux, qui est envoyée. En Atmos, tu multiplies ça par X, je ne sais plus le nombre exact. Donc là sur ton smartphone, ce sera x4 si tu as 4 enceintes. C'est vrai que sur le Mobile World Congress, depuis 10 ans, Dolby, il y a eu une période où ils ont un stand. Oui, ils ont toujours eu un stand, mais il y a eu, je sais plus, il y a 4-5 ans où ils avaient fait du lobby chez tous les constructeurs, tout le monde avait sorti des solutions, mais au final, le smartphone, le son est nul partout, quoi, y compris sur iOS. Il faut avoir des enceintes. Je vois pas. Ils ont réussi à émuler un effet stéréo avec l'arrivée de l'iPhone 7, effectivement, il y a 2 ans maintenant. C'était un progrès, mais c'est vrai que le rendu n'est pas digne d'une. Bon, si tu as un casque, c'est parfait. Un casque. Parmi les avancées à souligner, on me signale dans l'oreillette que Cédric nous a rejoint. Bonjour Cédric. Oui, je suis en duplex de très 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 loin. Non, on dirait que tu as LCI, il y a le logo juste. Tu n'es pas à Barcelone, tu triches. Je suis rentré hier soir. Parce que nous, on n'est pas là pour rigoler, d'accord. Je pensais que c'était sangria, tapas à volonté, moi, à Barcelone. C'est le souvenir que j'en avais gardé. Ouais, ça c'est. Avant que je fasse des enfants, que je puisse voyager. Exactement, c'est comme les gens qui pensent que tu vas au CES de Las Vegas pour jouer au blackjack et boire des cocktails. Bah oui, c'est ça. Et aller. Pardon, non, j'ai rien dit. Donc voilà. Non, c'était très bien et c'est intéressant de voir à quel point le salon est de mieux en mieux organisé, j'ai envie de dire. Heureusement, parce que c'est de plus en plus grand, de plus en plus gros, il y a de plus en plus de monde. Enfin, voilà. Même si c'était un tout petit peu pauvre en nouveautés smartphones cette année, je pense que c'est des choses que vous avez déjà évoquées. Il y avait des choses, mais il n'y a rien de vraiment bouleversant. Mais je pense que ça tient aussi au fait qu'on est sur un marché qui est
maintenant extrêmement mature. Donc c'est dur aujourd'hui de sortir quelque chose de bouleversant. Tu vois. Et de trouver la fonction qui tue. Mais on était justement dans le détail de la présentation du Galaxy S9. Parmi les avancées qu'on a soulignées qui sont propres à ce Galaxy S9 de Samsung, il y a bien sûr le slot micro SD qui nous fait très envie sur l'iPhone notamment, qui manque cruellement. Maintenant, c'est jusqu'à 400 Go de stockage. Et surtout, l'arrivée d'une double SIM. Une double SIM, pourquoi faire concrètement peut-être Cédric, puisqu'il n'a pas encore parlé. Quasiment pas. Simple, gérer toutes tes vies, c'est-à-dire ta vie perso, ta vie pro, et choisir sur quelle ligne tu vas privilégier le data, par exemple, quand tu es à l'étranger, parce qu'il y a des fois où, évidemment, ça pose des soucis. Et puis épargner à la planète la production d'un smartphone de plus, quand finalement, tu n'as pas besoin d'en avoir deux. Un seul suffit dans la poche. On devrait peut-être envoyer ce message à Stéphane Zibi. Oui, s'il n'a pas 6 ou 7 smartphones sur lui, ils se sont tout nus, les garçons. Ils se sont tout nus. Voilà. Autre avancée sur laquelle c'est bas. Oui, c'est bas. Autre avancée sur laquelle Samsung a beaucoup insisté, c'est la nouvelle version du DEX, le DeX, ce socle qui permet de transformer le téléphone en un ordinateur. On branche sur l'écran et un clavier. On a un vrai quasiment PC. La nouvelle version, c'est le DeX Pad. Est-ce que ça vous a convaincu ? Allez, on reste encore avec Cédric, puisque c'est lui qui a le moins parlé jusqu'à maintenant, et on enchaînera avec Christophe, qui doit bientôt nous quitter. C'est intéressant pour des populations qui ne sont pas forcément nous, tu vois. C'est intéressant en entreprise, parce que de fait, on voit qu'on utilise maintenant en entreprise des postes de travail de plus en plus légers. L'essentiel de ce que tu fais se passe dans une machine virtuelle sur un serveur quelque part. Donc tout à coup, avoir ton poste de travail qui est matérialisé par ton smartphone, c'est intelligent. Et alors, le DexPad, ça, par contre, voilà, ça, c'est une vraie nouveauté, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout à coup, c'est plus juste une connexion comment on appelle ça, comme un dock. Comme un socle, oui. C'est un socle qui connecte ça à ton écran, mais ça devient un dock où le téléphone, vu sa taille, devient une sorte de trackpad tactile. Ça, c'est une chouette invention. Bon, c'est incrémental, c'est pas bouleversant. Et encore une fois, ça concerne pas tout le monde. J'ai pas envie forcément de remplacer mon Mac à la maison par juste un Samsung avec un DeX, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont vraiment y trouver leur compte. Très bien. Avant que Christophe nous quitte, tu peux peut-être aborder 2-3 petites choses dont on parlera dans la deuxième partie de cette émission, à savoir les autres grandes tendances. En résumé, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué avant que tu nous quittes, Christophe, sur ce salon? Deux grandes tendances. Donc la 5G, on va en parler longuement. C'est pas qu'un coup marketing, c'est un changement de modèle pour les opérateurs qui est complet. Changement d'usage, des choses extraordinaires vont pouvoir être faites d'ici quelques années. Maintenant, il faut que les smartphones effectivement aient leur chipset, mais il y a quelques constructeurs qui en présentent ici à Barcelone. L'IoT aussi est le marché qui est sûrement où il y a le plus de valeur. Et hier, j'ai rencontré les gens de LoRa Alliance, qui est le réseau concurrent de Sigvox et qui présentait moult produits déployés aujourd'hui un peu partout dans le monde. Ils ont démarré à 6, cette alliance, et ils sont 540 aujourd'hui. Et les marchés s'ouvrent, les capteurs coûtent trois fois rien maintenant, et ils sont dans des domaines comme l'industriel, l'agriculture, la maison. Voilà. Et ça change vraiment la donne, Christophe, pour les objets connectés, puisqu'ils se connectent donc à un réseau comme le réseau GSM ou un réseau 4G pour les téléphones, donc il n'y a plus de configuration à faire. Bon, il y aura peut-être un abonnement à terme à souscrire, mais généralement, ce n'est pas les premières années. Donc on se soucie de rien, en fait. On l'allume et c'est tout. Voilà, ils ont par exemple créé une gateway avec une dizaine de produits connectés qu'on achète pour 250 €, que tu mets dans ta maison et qui permet d'avoir capteur d'humidité, la météo, les capteurs pour les ouvertures, notamment pour la sécurité. Voilà. Juste avant de partir, je voudrais parler de Arcos. Ouais, Arcos a lancé sur le... Ouais, la marque française, alors je dis pas qu'ils pivotent parce que on les connaît pour leurs smartphones et leurs tablettes, mais il vient de lancer une prise sur le réseau LoRa, sur l'IoT. Il veut en avoir 25 000 en France, qui va lui permettre d'installer un réseau d'équivalent Sigvox qui lui a dépensé beaucoup d'argent à travers des bases. Et avec ces prises connectées, chaque prise va pouvoir piloter des capteurs.
il a ouvert un SDK. Il y a déjà 1000 développeurs qui ont pris sa solution. Donc, je pense qu'on va en entendre parler très fortement en 2018 de cet acteur Arcos sur l'IoT pour la maison et pas cher. Enfin, accessible vraiment. La prise coûte, je crois, 25 ou 30 euros. Et les capteurs vont être dans cet ordre-là et qui vont. Voilà. Donc, très intéressant. Bien, merci. Bon retour. Bon retour et bon RLM à tous. Merci. Ciao. Merci Christophe. Et on passe tout de suite, si vous êtes d'accord, au busomètre. Le busomètre. Et c'est Didier qui s'y colle encore une fois. Et oui, Olivier, alors on commence avec toujours l'iPhone 10 Plus là, qui profile les prochaines rumeurs d'iPhone. Et cette semaine, donc, il y a Bloomberg, je crois, qui a parlé donc, de cette version de 6,5 pouces qui adopterait la plus grosse résolution jamais créée sur un iPhone. Donc voilà, je pense qu'on va avoir une belle gamme cette année d'iPhone 10 un petit peu déclinée avec peut-être de l'OLED, du LCD et puis différentes tailles d'écran, ce que pas mal de gens attendaient finalement. Ouais. Deuxième rumeur. Alors le retour de la couleur or en 2018, là aussi. Pour l'iPhone. Moi je suis comme Fanny, je suis mort de rire parce que je trouve qu'Apple fait pas beaucoup d'efforts sur les couleurs. On est même revenu à des couleurs hyper. Gold is best. Arrêtez de discuter. Gold is best. Non. Red is best. Mais non. Elle a raison, Fanny. Gold is best. Demande à Rodrigo, tu feras. Vas-y, fini Didier. Non, mais j'ai rien de plus à ajouter. Enfin voilà. Allez, troisième rumeur. Alors les AirPods qui ont super bien marché arriveraient dans une deuxième version, donc qui serait peut-être étanche. Et ils intégraient aussi la fonction 10 Siri. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez pauvre comme nouveauté quand même pour une deuxième version, mais pourquoi pas. Et puis peut-être même en 2 fois, tu vois, on parle d'AirPods 2 et d'AirPods peut-être même 3 encore l'année prochaine. Ouais, et donc, en plus de la fonction induction, c'est-à-dire la possibilité de les charger sans fil. Hein. Oui, bon, ça va venir avec le. Ça, c'est l'étui. Ça marchera quand même avec. Il faudra changer l'étui, mais ça marchera que tu pourras garder tes AirPods actuels. Voilà, mais l'étanchéité, moi, j'aime bien quand même. Ça peut être pas mal. Par contre, l'assistant vocal, on ne sait pas trop à quoi ça sert, vu que si on est connecté à l'iPhone, on peut très bien demander à Siri de répondre directement. Hein. Ça évite en fait d'appuyer dessus comme ça. Donc si tu fais, je sais pas, la cuisine ou. C'est vrai que la fonction, elle marche pas super bien. Quatrième rumeur. Alors, un boîtier de recharge pour l'Apple Watch. Donc, Apple sortirait. Pour l'instant, c'est au stade de brevet, donc ça peut ne jamais sortir. Mais il travaillerait sur un petit mécanisme, comme les AirPods, où tu glisses ta montre et finalement, elle se recharge. Mais moi, je trouverais ça assez pratique en fait en voyage, où tu es obligé de te coltiner des batteries des fois, ou ton petit galet que t'as pas forcément envie de décrocher de ta table de nuit. Donc, d'avoir une petite boîte de recharge. Alors, évidemment, ils vont nous vendre ça hyper cher si jamais ça sort un jour. Mais je trouve que l'idée est pas mal quand même. Ouais. Et dernière rumeur. Alors, il y aurait donc un certain nombre de voitures en circulation à Cupertino. Donc, Apple travaille toujours donc sur sa voiture autonome avec ce qu'on appelle CarOS, donc un système vraiment dédié à ça. Alors aujourd'hui, ils ont 27 véhicules qui se déplacent et puis la législation là évolue, donc ils ont de plus en plus de liberté en fait pour faire circuler ces voitures. Alors voilà, on est toujours un petit peu dans l'attente de ce que nous prépare vraiment Apple. Est-ce qu'ils veulent créer juste un système pour les voitures? Est-ce qu'ils veulent vraiment développer leur marque automobile? Pour l'instant, c'est quand même le grand flou, mais il se passe quand même des choses. Hein. C'est du très concret là pour l'instant. On réserve des surprises dans les semaines qui viennent autour de l'automobile et on refait le Mac. Vous verrez, ce sera sympa. Réaction peut-être de Stéphane. Non, c'est vrai que tu avais fait un tweet qui était. Voyons que Apple orchestre rien, c'était ce que tu avais dit. J'ai fait un tweet lors de l'annonce du Galaxy S9. Au moment où quasiment Samsung sort le Galaxy S9, il y a une flopée de rumeurs et d'articles de presse ou autres qui sortent, comme quoi Apple sortirait 3 modèles de iPhone 10 l'année prochaine, dans ce qu'on appelle un joli contre-feu. Et c'est vrai qu'on peut se demander si Apple n'a pas orchestré cette fuite de rumeurs. En plus, non, mais ce qui est drôle, c'est qu'au moment où donc Samsung, il communique sur l'appareil de photo réinventé dans leur sur Twitter et pour encourager les gens à acheter le Galaxy. En même temps, et ça j'ai vu ça sur Mac Forever hier. Arrête. Oui, d'accord. Sur Mac Forever hier, il y avait j'ai appris qu'il y avait des vidéos d'apprentissage pour mieux photographier avec l'iPhone 10. J'ai trouvé ça drôle, j'ai regardé ces vidéos et c'est vrai qu'elles sont pas mal. Oui, il y a des plus donc en gros, ils font toujours comme par hasard maintenant. Et ils n'avaient peut-être pas d'habitude à faire ça. Quoi. Un petit réaction peut-être de Cédric et de Didier sur cette concomitant, ce curieux hasard qui fait qu'au moment où Samsung sort un produit, il y a une grosse rumeur autour du prochain iPhone qui sort, du style « Attendez, avant d'acheter le Samsung, on arrive derrière. »
Je sais pas, je penche pas pour l'orchestration de ce genre de choses. Non, je pense aussi pour, tu vois, des histoires de rédacteurs en chef qui disent, bon, alors il y a le Mobile World Congress, donc il y a plein de trucs sur Samsung. Dis donc, il n'y a pas d'actu sur Apple. Ah si, attendez, il y a 3 rumeurs, on va vous les ressortir. Ouais. Tu vois qu'ils sont comme ça, les rédacteurs en chef. C'est la faute de la presse, mais c'est le monde à l'envers, monsieur Lingrand. Je dis pas je crois, je dis je sais. Donc voilà, est-ce que Apple fait sortir des choses? Non, enfin, parce que de toute façon, non, c'est toujours très compliqué. Mais il y a quand même des gens qui ont des contacts chez Apple aussi pour savoir un peu ce qui se passe. Et puis, il y a toute la supply chain qui aussi livre quelques secrets parfois. Ouais. Donc, on n'en est pas là où on était, malheureusement pour eux, Samsung à la veille de l'événement, où tout était sorti, les images. Il y a même des vidéos qui étaient sorties sur YouTube. Enfin, et puis finalement, c'est logique, il n'y a pas de grande surprise dans ce que disent ces rumeurs. On en parlait en plateau avec toi, Didier, dès la sortie de l'iPhone 10, que tu pensais qu'Apple allait décliner, évidemment, différents form factors de l'iPhone 10, et ça semble être assez logique. Mais pour revenir un petit à ton opinion sur rumeurs orchestrées d'Apple ou pas, selon toi? Mais en fait, quand tu suis, on refait le Mac, justement, on publie comme toutes les semaines des rumeurs. Donc, il y en a toutes les semaines, en fait. C'est pas tellement... Moi, je crois pas trop à la théorie du complot. Hein. Pas la théorie du complot, c'est... Non, il y a des précédents. Hein. Il y a des précédents. Souviens-toi de l'iPad, Cédric. De l'iPad, ah oui, bien sûr, du fameux, de la fuite orchestrée par Apple sur l'iPad va coûter $1,000 pour que finalement Steve nous annonce sur scène que c'était 500. Ça, c'était, là, j'avoue, joli coup baron, quoi. Vraiment. Ouais, on fait fuiter comme quoi l'iPad était à $1,000 et puis il sort à $500, donc il est pas cher. Alors quand même, $500, c'est un sacré prix, mais par rapport au prix initial, le prix était différent. Et voilà. Donc ils savent faire. Joli coup baron parce qu'ils sont arrivés à faire mentir le Wall Street Journal, ce qui n'est pas très sympathique. Mais évidemment, si tu veux, quelqu'un chez Apple te passe sous le manteau une info en disant attends, ne le répète à personne. Voilà, ça reste entre nous. Je te le donne pour moi. Tu dis pas où tu l'as trouvé. Tu dis. Qui m'a dit. C'est ça. C'est comme les bouteilles d'alcool en Corse. Voilà, si on te demande, tu l'as trouvé dans un champ. Voilà. Allez, qu'en est-il des autres constructeurs de smartphones qui ont dévoilé de nouveautés à Barcelone? Une tendance de fond, c'est notamment les écrans bord à bord, et au-delà peut-être même pas mal de smartphones qui sont inspirés de l'iPhone 10 et de sa fameuse encoche, n'en déplaise à Samsung. On fait le point dans ce prochain chapitre. Le Mobile World Congress, donc de retour, la guerre des encoches. Avant de faire le tour d'horizon des concurrents de Samsung, on a oublié de préciser la disponibilité du S9 du Galaxy S9 de chez Samsung. Driss, il sera dispo quand en France? Précommande début mars et disponibilité aux environs de la mi-mars, je crois, à un prix qui débute à 859 €. Voilà, donc il y a une promo, il faut savoir. Pardon, Samsung te reprend ton ancien smartphone, même un très 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 vieux, quoi. Ils ont mis en place un deal pour pouvoir récupérer les vieux smartphones, et du coup tu peux récupérer des sous, et en plus ils font un abondement de 100 €, même si tu prends un vieux clapet classé, un SGH 100 de 1995. Voilà. 859 €, c'est la version standard, petit modèle. Le S9 Plus est un peu plus cher, on se rapproche presque des 1 000 €. On a beaucoup critiqué Apple sur l'envolée des prix. Samsung suit un peu cette tendance également. Ah oui, et en fait on parle toujours d'Apple. Alors mis à part l'iPhone 10 qui est au-delà de 1 000 € tarif de base. Sachant que le composant le plus cher c'est l'écran de Samsung. Voilà, donc on se demande qui fait... Voilà, mais bon, passons. Non mais si on revient, il n'y a pas très très longtemps encore... En 2016, pour le S7, le modèle de base valait 699 €. L'iPhone 7, la même année, valait 769 €. Donc Apple était au-dessus. Ouais. Le S7 Edge, donc l'équivalent du iPhone 7 Plus, lui était à 799 contre 909 pour l'iPhone 7 Plus. En 2017, le S8, 64 Go, cette année, était à 809 €, tandis que l'iPhone 8 était également à 809 €. Donc on était déjà à un niveau... Les écarts se réduisent. Ah ouais, non. Et le S8 Plus était à 909 et l'iPhone 8 Plus à 919, donc 10 € de différence. Donc là, le S9 à 859 €, qui augmente donc de 50 €, finalement, voilà, Samsung et Apple sont tous les deux... Sachant qu'aujourd'hui, on voit bien que, et tu m'en parlais avant le début de cette émission, on assiste sur un tassement et pour la première fois un ralentissement des ventes de smartphones. Est-ce que c'est provisoire? Ça semble on va voir.
Au passage, Apple serait passé, ou est passé, tu nous en parlais dans cette émission l'autre jour, Didier, numéro 1 des constructeurs de smartphones dans le monde. Ça semble hallucinant au vu des prix dernier trimestre. Dernier trimestre, mais c'est fou, quoi. Vu la gamme d'Apple par rapport à la gamme de Samsung. Mais en tout cas, la grosse différence quand même, c'est que Samsung se laisse pas mal d'élasticité sur les prix. C'est-à-dire que le S9 que vous voyez aujourd'hui à ce prix-là, si vous donnez le temps d'attendre avant de changer de smartphone, si vous revenez dans 4, 5, 6 mois, il sera plus au même prix. Allez, qu'en est-il des autres constructeurs de smartphones? Encore une fois, pas mal de nouveautés, même si les grands ont laissé passer l'orage, puisque Samsung a tiré toutes les caméras. LG, pas de nouveauté a priori, ni Huawei. On y reviendra dans un instant. Une tendance de fond, donc on l'a dit, c'est l'arrivée des encoches. N'en déplaise à Samsung, pas mal de modèles, à commencer par Asus et son Zenfone 5Z, qui s'inspire beaucoup de la face avant et de l'encoche de l'iPhone 10. On trouve même les deux objectifs, regardez, positionnés à la verticale au dos. L'un d'eux, c'est un grand angle, mais ça reste très proche du design de l'iPhone 10, sauf que là-dessus, il y a un capteur d'empreinte digitale assez étonnant, compté autour des 600 € pour l'Asus. Il y a d'autres marques qui ont présenté des systèmes de téléphone à encoche, le franco-chinois ou le français Wiko et son View 2, un clone d'iPhone 10 facturé seulement, tenez-vous bien, 200 €. Et que dire encore, regardez ces images du concept phone de Vivo, une autre marque chinoise, un prototype pour le moment, donc qui se passe ni de bordure et d'encoche, c'est carrément tout l'écran qui occupe la face avant. Et où est passée donc la caméra frontale? Regardez, elle s'éjecte automatiquement sur le dessus pour ne pas encombrer l'écran. C'est assez étonnant. Lui aussi, il est équipé d'un capteur d'empreinte digitale, mais contrairement à l'Asus ou contrairement au Samsung, il est caché sous l'écran. Vos impressions, messieurs, sur ce phénomène de l'encoche, de la guerre des encoches, du borderless qui se développe de plus en plus. On l'a même vu chez Sony, qui était un peu en retard là-dessus. On a vu le Xperia XZ2 notamment, qui ont été équipés. Peut-être un petit mot avec Driss. Bon, écoute, l'encoche, en 2 mots, c'est tu veux utiliser un maximum de la surface de l'écran, mais tu as toujours besoin de place pour mettre tes capteurs, appareils photo, détecteurs de visage, blablabla. Ouais, bon, moi je trouve que c'est un faux débat. On s'en fout. En revanche, le 18/9e, le borderless, alors ça, c'est la grosse tendance. T'as pas un stand où tu n'avais pas un téléphone qui avait un téléphone, un constructeur qui avait un téléphone 18/9e. Tu en as même, figure-toi, attends, je vais vérifier le prix, mais chez Echo, ça débute à 69,90 €. Donc là, c'est carrément sur toute la gamme de prix, tu vois. C'est de l'OLED, les écrans à ce prix-là? Ça semble étonnant. Oui, bien sûr, c'est de l'OLED, un processeur Snapdragon 845 dans tes rêves, mon grand. Non, ils sont quand même obligés de faire quelques concessions. Mais tout ça pour te dire que voilà, tu n'es pas obligé d'aller claquer aujourd'hui plus de 600 € pour avoir un téléphone borderless 18/9e. C'est y compris disponible en entrée de gamme. Cette mode de l'encoche, Cédric, une brève réaction. Apple a été pas mal critiqué, bizarrement, il est copié sur ce point-là. On sent que en Chine, la tentation de copier ce qui sort ailleurs est toujours forte. C'est-à-dire que tu vois, même moi j'ai vu, alors parce qu'il y a toute une série de constructeurs, j'ai envie de dire no name, enfin tu vois, d'ODM que tu vois dans les allées. Je me souviens, c'est du Hall 4 par exemple, ou alors tu as des smartphones, tu vois, alors des choses d'une banalité parfois effroyable, mais il y a un marché pour ça. Et puis des choses qui essayent de lorgner pas mal quand même sur des designs qu'on connaît, même du côté de Samsung aussi. Non, ces encoches, on les a beaucoup vues sur des fabricants de quasi-clones. Allez, pour terminer sur le sans bord ou du borderless, comme vous voulez, il y en avait également chez Nokia, alias HMD Global, avec un smartphone haut de gamme, le Sirocco Nokia 8, équipé d'un écran OLED de 5,5 pouces sans bord. Mais c'est pas avec ce modèle-là que Nokia a fait le buzz, Fanny, cette année. Honnêtement, je suis même pas allée voir le haut de gamme, je suis allée voir direct. Transition. T'as vu? Il y avait 2 endroits sur le stand et tout le monde était comme l'année dernière pour le 3310. Tout le monde était situé au 88,
90. Mais en fait, c'est surtout, on se souviendra donc le fameux téléphone de Matrix, donc avec son petit slider et on pouvait et voilà. Et donc le fameux bananaphone. Donc il y avait des bananes sur le stand. Ils l'ont sorti en jaune banane flashy et tout le monde a fait sa photo, moi y compris. Pour voilà. Et il est très beau, très pratique pour un smartphone. Voilà. Pour 79 €, même si c'est pas entièrement un smartphone, c'est-à-dire que il fonctionne sous KaiOS, qui est une dérivation de Firefox OS qu'on voyait encore ces années dernières à Barcelone. Donc il y a les réseaux sociaux, il y a même Google Assistant dedans. T'imagines, tu peux lui faire OK Google, 79 €. Il est 4G, il peut faire hotspot, Wi-Fi pour tes autres appareils. À ce prix-là, c'est quand même relativement imbattable et tu peux même développer des applications HTML5 dessus. Donc il y aura probablement un petit App Store, mais il faut qu'on arrête de sourire de Nokia en disant oh, c'est Nokia. Mais non, ils font le buzz. L'année dernière, l'événement du Mobile World Congress, c'était 3310. C'est ça qui est resté. Ils font pas que le buzz. Ils sont redevenus numéro 1 mondial du mobile au sens large grâce au 33, entre autres. Ils sont redevenus. C'est plus Nokia, hein. C'est HMD, hein. Ouais, enfin, ils ont racheté la marque. Oui, mais non, parce que c'est même les mêmes maintenant. C'est les mêmes gens. On a séparé l'infrastructure, mais toute une partie du stand de Nokia Phones était sur le stand de Nokia Infrastructure. Hein, donc, mais donc peu importe. Quand même sur les smartphones, parce qu'ils ont quand même sorti des smartphones vachement réussis l'année dernière avec quelques qualités bien senties. C'est-à-dire que par exemple, c'est du pur Android. Donc dès qu'il y a une mise à jour d'Android, tu mets à jour. T'as pas besoin d'attendre que ton constructeur te fasse sa version de qualité. Ben, ils en ont vendu 9 millions l'année dernière. Sinon, ils se sont mis à en vendre en juillet. Donc, en rythme annuel, ils ont déjà dépassé HTC, ils ont déjà dépassé je ne sais plus qui d'autre. Voilà, et on va arrêter de sourire. J'ai vu les vrais smartphones nouveaux qu'ils ont dévoilés là. Le 7, le 8 Sirocco, etc. Il y a des choses absolument magnifiques. Donc, je pense que déjà l'année prochaine, ils auront un bien plus grand stand avec beaucoup plus de téléphones. C'est pour ça que j'ai commencé par le Sirocco et non pas par le 90. On est bien d'accord. Même si c'est le 90, moi, s'il l'avait vendu sur le stand, je l'aurais acheté tout de suite. Oui, c'est un peu de la rétro-tech, un peu comme les phénomènes du rétro-gaming qui est si populaire avec la mini Nintendo, la mini NES ou la mini Super Nintendo. C'est intelligent parce que c'est le vintage qui fait parler et qui pousse aussi les ventes de vrais modèles smartphones. Peut-être qu'Apple va nous sortir un mini iPhone 1 4G. Non, un iPod Shuffle. Allez, un petit mot avec Didier, est-ce qu'il n'a pas beaucoup parlé? Ça t'inspire quoi, ce rétro-tech? C'est vrai que ça parle à nous qui avons un cœur de geek. C'est peut-être des délires de trentenaires, quarantenaires de maintenant qui. C'est gentil pour le trentenaire. Racheter ça par. Non, mais on achète ça pour rigoler. J'ai plein de gens autour de moi qui ont acheté le 3310, mais bon, ils l'ont donné à leur grand-mère ou à leur gamin comme ça pour s'amuser. Mais c'est vrai est-ce qu'il y a un marché à long terme là-dessus? Je sais pas. En tout cas, médiatiquement parlant, c'est bien joué, marketingment parlant également. Étonnant quand même. Si moi, ce que j'ai trouvé peut-être le téléphone le plus étonnant, mais moi j'étais pas à Barcelone, mais je vous ai suivi sur les réseaux sociaux et j'ai suivi attentivement les annonces. C'est le nouveau téléphone de ZTE, pas vraiment nouveau parce qu'il était apparu juste avant le Barcelone. Et le nouveau téléphone de ZTE, l'Axon M, est équipé d'un double écran. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il se déplie. C'est vraiment deux smartphones, comme si tu mettais un smartphone d'un côté, un smartphone de l'autre, et tu peux les déplier pour en faire une sorte de mini tablette. Tu peux même choisir dans le menu en bas si tu veux répliquer le même écran sur les deux, si tu veux en faire un écran large. Enfin bref, c'est un peu gadget. Là aussi, ça fait parler des bavards, donc finalement, mission remplie. Je suis pas sûr qu'ils vont en vendre des wagons entiers parce que à la limite, c'est quelque chose dont je verrais plus l'utilité sur une tablette. Tu vois, de pouvoir déplier une tablette vraiment large pour regarder des films ou la replier côte-côte comme ça pour faire une présentation. Je vois ce que je suis en train de te montrer. Bon, ça, ce serait pas mal. Là, c'est un bel essai. Ça préfigure peut-être des choses qui vont arriver ailleurs, parce qu'on sait que tout le monde, même Apple, a des brevets. Et puis Samsung, avec le Samsung 10, notamment, dont la rumeur annonce, équipé d'un écran pliable. Donc là, ce serait un peu une évolution importante. Mais évidemment, ce serait vachement intéressant de voir ça décliné sur de l'OLED qui se plierait et se déplierait réellement, avec pas juste deux écrans contigus, quoi. Quand on allait dans le stand de ZTE, on avait un clone de BlackBerry, un clone de Sony Ericsson, un clone de... Ils faisaient des clones de tout. Maintenant qu'ils essayent de faire un peu de... C'est bien, on va pas les J'ai l'impression pour moi qu'ils faisaient quelque chose... Tiens, on va faire quelque chose que les autres n'ont pas fait.
Ouais. Allez, pour rester sur les constructeurs, je rigolais. Moi, j'aimerais bien. Moi, il y avait un modèle qui n'est plus mis en avant et qui était assez sympa. C'était le Yotaphone où tu avais un écran au dos, mais qui était en papier, en e-paper. En numérique. Et ça, moi, j'avais trouvé ça super intelligent. Ouais, il est sorti. Mais il y a même des coques pour iPhone qui proposent au dos un système d'écran à encre numérique, effectivement. Mais c'est un domaine à défricher, effectivement. Pour finir sur les constructeurs chinois, où était passé Huawei? Il n'y a pas eu de nouveauté côté téléphone, Fanny, Idriss ou même Cédric? Oui, en fait, ils annoncent qu'ils arrivent dans 15 jours. Ils ont déplacé pour pas être en frontal avec le Samsung. Hein. Des nouveautés quand même du côté des ordinateurs, des laptops. Hein. Ils ont dévoilé un laptop pas mal, enfin une sorte de MacBook, quoi. Ouais. Intéressant, avec même des choses particulières comme X Pro, ça s'invente pas. Le MateBook X Pro, c'est ça. Alors là, c'est borderless, maximum borderless sur cet écran, c'est assez étonnant. Hein. Ouais, du coup, ils ont réglé un problème qui est celui de la webcam, parce que si tu fais du borderless, où mets-tu ta caméra? Et la caméra, ils l'ont mise dans une touche du clavier, tu appuies sur la touche et ça déplie la caméra devant toi. C'est ingénieux, parce que ça permet de gagner de la place. Attention d'être filmé par en dessous, hein, c'est jamais très flatteur. Ah bah là, c'est festival de double menton, là, bien sûr, clairement. Mais bon, il fallait résoudre le problème de la caméra sur un écran borderless et ils ont trouvé une solution qui, somme toute, est assez élégante. Sinon, la machine sous Windows 10, Ah bah oui, c'est sous Windows 10. Voilà, par contre, c'est tactile. Ah mais bien sûr. Ah bah oui, ça je sais, c'est le meilleur des deux mondes. Et même si on arrive à 1499 € pour l'entrée de gamme, ça va arriver quand ça en Europe, on arrive à pas tout de suite parce que ça arrive deuxième trimestre et on n'est pas dans les premiers pays de lancement. Un point important pour conclure cette émission, c'est l'une des grandes tendances, on l'a un petit peu dévoilé tout à l'heure avec Christophe Romeilly, c'est la grande tendance de demain, c'est l'arrivée de la 5G. La 5G cap enfin sur la 5G à Barcelone. Alors qu'est-ce que ça va vraiment changer au quotidien? Quid des débits concrètement? Allez, un petit peu de Driss et peut-être Cédric et Fanny. La 5G, qu'est-ce que ça va changer? Ça va plus vite, tout simplement. Un débit qui est supérieur à la fibre, en gros, c'est ça, hein? Oui, voilà. Moi, j'avoue, je n'ai pas beaucoup suivi le sujet de la 5G, si ce n'est du côté des constructeurs automobiles, qui, eux, sont à fond là-dedans. Pourquoi c'est si important pour les constructeurs automobiles? Écoute, la voiture aujourd'hui est connectée, tu as de plus en plus de services, donc voiture connectée, 4G suffisante, mais on arrive aussi à voiture autonome, tu as aussi les systèmes connectés de voitures avec les infrastructures, donc ça va te demander de plus en plus de bandes passantes, donc pour eux c'est une aubaine. Et au-delà, la latence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'ordre arrive instantanément, parce que sinon c'est une catastrophe, vous pensez bien. Alors si tu veux vraiment rentrer dans le sujet, il n'y a pas que ça. Figure-toi qu'il y a aussi des solutions en Wi-Fi maintenant. On a vu un prototype de route Wi-Fi qui te permet d'éviter ce problème de latence. Il y a tout un tas de projets, mais en l'occurrence, voilà, là sur le Mobile World Congress, c'était la 5G. Alors, il y a plein de promesses. En gros, la promesse, c'est de dire on va vous faire la fibre, mais sans fil. Alors évidemment, entre la promesse originale et ce qui se passera au final, peut-être qu'on aura une petite déception. Peut-être que finalement, la 5G ne fera que remplir la promesse originale de la 4G. Parce que tu parles de 5G à des gens qui, parfois en France, n'ont même pas de 4G. Donc c'est un peu compliqué. On annonce des chiffres jusqu'à 5 gigabits par seconde à Barcelone. Hein. Ah ouais, si t'es à 2 mètres de l'antenne, nickel. Ouais, puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la 5G. Pour l'instant, la 5G, on a l'impression que c'est un seul protocole. En fait, en bossant sur des confs avec Olivier Zrati, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait déjà une trentaine de protocoles, de partenaires, de machins. Donc, pour l'instant, il va falloir de voir qui fait les accords, comment l'installer. Ça va prendre du temps. Et en fait, on se rend compte que pour le grand public, ça devrait quand même être déployé entre 2021 et 2025. Ce qui est intéressant, c'est une vision où on n'est plus juste en train de connecter des smartphones, des tablettes, des PC, mais tous les objets connectés avec, j'ai envie de dire, des niveaux de service et des débits différents. C'est-à-dire que tu pourras avoir ton lave-linge sera connecté au site de son constructeur pour aller chercher des mises à jour de firmware et déclarer des pannes. Mais il le sera avec un truc qui nécessitera peut-être même pas une SIM.
et un truc qui sera de l'ordre du micro-abonnement, un peu comme LoRa ou Sigfox aujourd'hui. Et puis des qualités de service différentes. Moi, j'ai vu une démo qui était assez parlante. On imaginait un train, imagine un TGV, mais sans conducteur, qui soit conduit à distance par un pilote qui, lui, serait resté à Montparnasse. Et tout à coup, la 5G sert le train, mais de différentes façons. C'est-à-dire que tu as la 5G qui renvoie les flux d'informations en direct au conducteur, la caméra du dashboard, etc. Ça, tu as une espèce de priorité absolue parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça s'arrête. Pendant ce temps-là, la 5G qui va servir le Wi-Fi à l'intérieur du train, elle, c'est pas très grave si on baisse de niveau, même si on va quand même arriver à favoriser les flux vidéo pour les gens qui seraient en train de regarder Netflix. Donc, tout à coup, tu as une plus grande granularité dans ce que le réseau mobile peut te servir comme débit et comme qualité de service. C'est intéressant et de fait, c'est intéressant pour l'industrie, c'est intéressant pour l'agriculture, pour les transports, pour tout le monde. Enfin, voilà. Si je vous comprends bien, messieurs, dames, la 5G ne va pas arriver tout de suite, vous avez bien vu ce qu'a dit Fanny à l'horizon de 2021 voire 2025. Que ce qu'on pourrait imaginer, c'est que vu les débits phénoménales proposés, ça enterre, sans jeu de mots, tout ce qui est filaire, c'est-à-dire qu'à la limite, les problèmes de déploiement de fibre, c'est réglé, puisqu'on utiliserait du réseau, mais il faut quand même arriver à faire venir le débit jusqu'aux antennes, ce qui n'est pas évident et pas si simple. Une petite réaction de Didier, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Il y a encore, en tout cas en France, on a l'impression que la France est un peu en retard de manière générale, y compris sur la 4G. Il y a encore des zones blanches importantes en 4G, et on sait que le gouvernement essaye de convaincre les opérateurs sur ce créneau-là pour couvrir complètement en 4G, et notamment les zones où il n'y a pas de fibre et de très haut débit. Et justement, tu vois, moi qui me balade pas mal à la montagne ou au fin fond de la brousse, et on voit avec la qualité d'image. 4G... Merci Didier. Voilà, je me suis pas mis sur la 4G parce que tu as quand même une certaine incertitude sur le réseau, sur une durée d'émission comme ça. Mais c'est vrai que ça a quand même libéré énormément de gens de la nécessité maintenant d'avoir la fibre, enfin d'avoir du très haut débit. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ces débits qui augmentent comme ça sur des longues portées, parce que de plus en plus, moi, je me déplace, je fais des vidéos, tu vois, j'envoie beaucoup de données. Il y a des endroits où tu peux carrément pas travailler. Ouais. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très important pour désenclaver les campagnes. Voilà, et pour conclure, j'étais il y a quelques mois en Australie, et là-bas, c'est pas le modèle de la box n'est pas aussi développé qu'en Europe. Et en fait, les box là-bas, si, c'est très développé, mais c'est des puces 4G à l'intérieur. Voilà, c'est-à-dire que c'est tellement coûteux de développer du fil au travers d'un si grand continent qu'ils ont préféré simplement déployer des relais 4G, et les box au sein même des foyers. Ce sont des box 4G, et évidemment, le débit n'est pas toujours comparable à ce que propose la DSL et évidemment la fibre. Et parfois, c'est assez étonnant. C'est ce que propose notamment Bouygues aujourd'hui avec sa box 4G. Voilà, on essaie d'être le plus complet possible autour des annonces du Mobile World Congress. On essaie d'être un peu prospectif pour l'avenir. On reviendra sur les thématiques de la 5G dans les semaines qui viennent. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Fanny. Alors moi j'en ai deux, je fais très vite. Le premier, regarde, c'est haut sur mes oreilles, c'est le casque Bose QC35D, donc c'est le fameux sans fil, noise cancelling et tout. Pour voyager, c'est du bonheur dans l'avion. Ça, maintenant tu as craqué, en clair. Ouais, voilà, et je l'ai payé, contrairement à ce que tu pourrais penser. Mais non, mais comment? Si, parce que je te connais. Et le deuxième truc, regarde, je vais essayer de pivoter dans le sens, regarde derrière moi, là, hop, tu vois, au mur. Ouais, et je me suis enfin offert, j'avais vu ça, c'était une start-up qui avait au CES il y a 2 ans, ça s'appelle Nanolith. C'est des panneaux lumineux que tu peux programmer qui sont un peu comme des Philips Hue, et c'est fait une jolie œuvre d'art, et ça clignote, tu peux changer les lumières, tu l'adaptes à ton environnement. Et voilà, je trouve ça très très beau, et j'ai craqué. Beauté. Merci. Voilà, c'est de Fanny. Driss, de ton côté? Moi, c'est un casque comme Fanny, mais c'est un intra-auriculaire. C'est intra-auriculaire, pardon. Sennheiser Ambeo Smart Headset. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, celle-là? Pourquoi ce modèle-là par rapport à... Alors, déjà, donc, tu as ta prise Lightning. Ce qu'il a de particulier, c'est, je vais te le montrer sur la webcam. Tu vois là, ce truc-là? Ouais. C'est un micro. Alors, tu en as un sur chacun des écouteurs. Ce qui fait que quand tu les portes et que tu te sers de ton iPhone pour filmer une scène, il va enregistrer le son autour de toi et créer un son en 3D, ce qu'on appelle le son binaural. Et je vous recommande d'aller regarder sur Internet les vidéos qui ont été tournées avec ce type de produit-là en binaural. C'est juste hallucinant. C'est du son 3D. T'es complètement plongé dans la pièce. Donc, on parlait de 3D, réalité virtuelle, là c'est le son qui s'y met. Merci Driss. Ça coûte 299 € quand même, mais franchement c'est une tuerie.
Même le prix vous fera rire, comme dit Cédric. Didier, ton coup de cœur? Alors moi, Olivier, cette semaine, je teste l'Osmo Mobile 2 et vraiment là, on a eu très froid. On est allé tester ça, notamment au parc de la Tête d'Or. Donc il y a une petite vidéo qui sortira bientôt. Ouais. Et ça coûte plus que 149 ouais, euros. Je suis vert, parce que moi j'ai acheté le 1 juste avant. Ah là là. Bon, mais tu devrais le renvoyer. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne fasse pas des petites offres comme ça. Mais c'est vrai que ce truc-là, si vous faites de la vidéo, même un petit peu entre amis, en amateur et tout, mais à 149 euros, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est vraiment qu'est-ce qui a changé? Il y a plus d'autonomie à la batterie, c'est ça? Il te recharge en micro USB. Avant, c'était une espèce de prise jack un peu bizarre. Il te recharge aussi ton iPhone. Derrière, tu as une petite prise USB là, tu vois. C'est pas mal. Tu peux recharger ton téléphone. Et puis, tu peux filmer aussi en mode portrait. Alors, il ne faut pas se moquer parce que maintenant, les jeunes font beaucoup ça là, sur Snap et tout. Et puis, sur les lives Facebook, il y a plein de raisons de filmer en mode portrait. Et il est un petit peu plus léger. Moi, je le trouve moins pâteau. Il a une autonomie de 15 heures. Donc, il te dure vraiment toute la journée. Et là, on l'a testé dans le froid. Toute une après-midi, il a tenu l'après-midi. Donc vraiment, chapeau DJI, c'est vraiment un super produit, d'autant que le software est très très bon. Et je terminerai juste par un petit souci quand même, c'est que c'est pas terrible avec l'iPhone puisque tu peux pas désactiver en fait la stabilisation optique et ça crée quand même des images si tu as vraiment l'œil, c'est pas très satisfaisant. Allez Cédric, ton coup de cœur de ton côté. Alors, c'est pas un gadget, ou plutôt si, mais c'est un gadget très beau, très cher. Ça s'appelle Skydeck. Imagine sur ton prochain vol long courrier pour Sydney, tu rentres dans la cabine de ton gros porteur et là, tout à coup, il y a un petit escalier devant toi qui monte comme sur les 747 avant, parce que c'est fini les 747. Il y a 380 toujours. Et tu arrives dans la plus exclusive des cabines aériennes au monde, c'est-à-dire que tu es dans une bulle de verre qui est comme posée sur la carlingue. Avec deux fauteuils qui tournent à 360 degrés, t'es derrière les ailes et tu as pour la première fois un horizon, regardez les images, c'est magnifique, un horizon sans interruption devant toi, ça fait absolument rêver, ça faisait longtemps que le transport aérien ne faisait plus rêver, surtout pour ceux qui l'utilisent beaucoup, et là tout à coup ça fait rêver, c'est-à-dire que est-ce que ce sera, selon les compagnies, soit une sorte de super première classe, ou est-ce que ce sera juste une attraction dans l'avion où tu pourrais aller passer, 10 minutes, ou faire le décollage ou l'atterrissage, ça fait rêver. C'est pas encore ce que vous voyez là, c'est des images en 3D, on est vraiment dans la simulation, c'est breveté, ça marche, etc. Et il faut juste que soit un constructeur, soit plutôt des compagnies décident de l'adopter. C'est un peu comme les cabines grand luxe que tu trouves chez les compagnies Emirati. Mais voilà, ça fait super rêver, quoi. Merci Cédric. De ton côté Stéphane, ton coup de cœur. J'ai trouvé sur Indiegogo des petits malins qui ont devancé ce que Apple va sortir, le AirPower, qui va permettre de charger sur une seule plaque tous ces devices. Plaque à induction, oui. Donc ça s'appelle Plux. Et en gros, avec cette plaque, on a la possibilité de charger son iPhone 8, son iPhone 10, sa montre. Ça montre également. Ça montre également, ouais, exactement. Et ses AirPods. Et ils fournissent un nouveau petit boîtier spécial pour les 10 AirPods pour pouvoir les charger. Donc, au prix, vu le prix que c'est, comme on a l'Osmo, on a vu qu'il était en baisse, il est actuellement à $49, un truc comme ça. J'ai pris le pari de tester et j'ai eu un petit message disant que ma commande allait être livrée dans 3 semaines. Merci Stéphane. De mon côté, regardez, une annonce a été présentée lors du Mobile World Congress. C'est la dernière carte micro SD de SanDisk qui affiche une capacité record. C'est un 400 Go dans un si petit espace. Moi, ça me fait rêver, je suis un geek. Et c'est accessoirement la carte la plus rapide au monde. 160 mégaoctets par seconde en lecture et 90 mégaoctets par seconde en écriture. 2 fois plus rapide que les modèles actuels. Si vous avez une Action Cam ou un Galaxy, c'est le modèle qu'il vous faut. Enfin, si vous recherchez une housse Folio pour l'iPhone 10, moi personnellement, c'est pas vraiment mon truc. Vous savez, le modèle équipé avec un petit rabat. C'est très populaire, notamment chez les filles. Mais c'est vrai que ce modèle d'Apple qui a été inauguré cette année n'est pas très quali. Il coûte bien trop cher, plus de 130 €. Alors regardez plutôt du côté d'une marque française. Une belle alternative, c'est Norev, qui est une marque qui est basée à Saint-Tropez. Déjà, le nom fait rêver. Et elle est plutôt jolie. Alors regardez le boîtier comme c'est joliment présenté. Puis à l'intérieur, vous avez pour entre 45 et 65 €. C'est quand même assez cher, mais c'est vraiment de la qualité. Regardez, vous avez... C'est beau. Voilà, elle est couleur d'un célèbre maroquinier français, vous voyez ce que je veux dire? Il commence par un H. Voilà, et vous pouvez glisser votre iPhone et c'est vraiment quali. Entre 45 et 65 €, c'est la housse à rabat Folio de chez Norev. Voilà, nous sommes arrivés. Olivier, tu vois. Voilà,
Tu en as une toi aussi? Oui. Et elle a un petit avantage, c'est qu'elle a des trous ici, donc tu peux la fermer. Et en parlant à ton correspondant, tu n'es pas obligé de laisser le truc ouvert comme chez Apple. Ça a l'air un peu ridicule. Ici, tu l'as aussi sur ce modèle-là. Le modèle d'Apple avec Folio est raté. Voilà, c'est la fin de ce 286e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission qui sera consacrée, attention, à l'iPhone 10, plus exactement notre bilan après 4 mois d'utilisation de l'iPhone 10 entre les mains. En attendant de le confronter très prochainement au Galaxy S9. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas bien sûr le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir. Avant la grande annonce, avant que l'auditoire soit réservé et la presse informée, avant que les chaises soient installées et les petits fours réchauffés, avant que les blogs spécialisés se lancent dans toutes sortes de spéculations et que d'autres les contredisent avec des spéculations encore plus folles. Il y a autre chose. Une avancée fondamentale qui a rendu tout cela possible. Chez Qualcomm, on fait moins de tapage et les seuls snacks viennent du distributeur. Mais nous accompagnons le monde vers la 5G, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'interaction continue qui fera de l'Internet des objets l'objet indispensable. Il n'y a peut-être pas de liste VIP ici, mais d'ici peu, la technologie initiée par Qualcomm sera à l'avant-plan de la scène mondiale.